étoiles avant de la course aujourd'hui? Moi j'ai perdu le compte, tellement il a été présent dans les échappées sur ce Tour de France, je ne saurais pas dire combien de fois. C'est devenu presque... c'est le jour où il n'est pas devant qu'on le remarque en fait. Et tiens, aujourd'hui il n'est pas devant, Bon Amour. Il est fringant, c'est pas le cas de tout le monde. Nicolas, vous êtes dans la salle d'attente, près de la voiture médicale. Oui, on est dans la salle d'attente de chez le médecin. J'espère que les coureurs aujourd'hui ont tous leur carte vitale, en tout cas certains, parce que y a pas mal de travail en effet chez le médecin. On a vu le 5e du classement général, Wilco Kelderman. Alors a-t-il été pris dans la chute tout à l'heure? Je ne l'avais pas vu, mais en tout cas Kelderman qui était chez le médecin. Et là c'est Jesus Herrada, l'espagnol de l'équipe Cofidis, qui est à nouveau lui aussi au niveau de la voiture médicale, apparemment qui se fait soigner au niveau du bras visiblement, et donc il y a un petit peu en effet d'attente, et ça se comprend après la chute de tout à l'heure. Et je rejoins en effet l'analyse de Laurent, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être aussi un petit peu de relâchement après les Pyrénées, les coureurs qui se disent qu'ils ont fait le plus dur et qu'on arrive vers Paris. Et en effet, ça fait 2 chutes dans cette étape qui était censée être une étape dite de transition pour sprinter. Et c'est vrai qu'il se passe énormément de choses à l'arrière depuis tout à l'heure. On espère pour les coureurs que ça sera terminé, parce qu'on n'aime pas les voir par terre. Évidemment, et si vous voulez, tout à l'heure, on ira prendre des nouvelles du côté de l'équipe Cofidis pour savoir comment va Guillaume Martin. En tout cas, Guillaume Martin est bien revenu au salut. Le sprint intermédiaire avec Georg Zimmermann qui est passé en tête. Alors ça n'a pas une importance capitale bien sûr pour le classement par points. Alors c'est important pour la tirelire, bien sûr, et comme tous les jours, la tirelire, pardon. Et comme tous les jours, les 3 premiers passent à la caisse, 1500, 1000 et 500 €. Et c'est vrai que cette équipe Intermarché, où Anti-Gobert n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent ou à glisser dans la tirelire depuis le départ de ce Tour de France. Ils n'ont pas été trop en vue, et du coup voilà, la présence dans l'échappée de Georg Zimmermann leur permet donc d'aller enflouer un peu les caisses. Deuxième place pour Franck Bonamour, Matej Moric qui passe en 3e position. On va surveiller le peloton bien évidemment au passage du sprint intermédiaire. Alors on parlait de Franck Bonamour, Thomas, un petit complément d'infos sur le breton de l'équipe BNB Hotel. Non, on se demandait combien de fois il avait été échappé. Quand on n'arrive plus à compter, c'est que c'est beaucoup. Moi, j'ai pas fait des grandes recherches, mais 4 top 10. On se rappelle qu'il était échappé également le premier jour du Tour de France, plus aujourd'hui. 4 plus 1 plus 1, ça doit faire 6e échappé pour Franck Bonamour, qu'en pensez-vous? C'est bien ça. Minimum. Je suis pas sûr qu'on ne l'ait pas oublié. Ouais. C'est possible aussi, mais on a des circonstances atténuantes, hein. On arrive quand même à l'étape 19, et mine de rien, 19, si ces 6-là, ça fait déjà il est un jour sur 3. Hein. C'est ça. Vous enlevez un contre-la-montre en plus. En quoi qu'il était échappé, il était tout seul. Ça compte. Franck Bonamour, l'un des 2 Français présents donc dans ce groupe de tête, avec un autre Français qu'on a beaucoup vu à l'avant bien sûr. C'est Julien Bernard, l'un des coureurs les plus offensifs de ce Tour de France. Et puis, il y a un titre qui n'est pas qu'honorifique sur le Tour de France, c'est le titre de super combatif du Tour de France. Je pense que Franck Bonamour sera pas loin d'être élu super combatif du Tour. Je ne veux influencer personne, Laurent, évidemment, mais il est en lice en tout cas pour ce titre. Oui, il est en lice, mais ne me regardez pas avec insistance. Ah, pas du tout, pas du tout. Je n'ai qu'une voix. Je n'ai qu'une voix, et le public d'ailleurs votera. Hein. Alors là, changement de physionomie bien sûr, parce qu'il y a des points pour le maillot vert. Michael Matthews est à 38 points de Mark Cavendish. Et Michael Matthews, c'est bien que ce sera compliqué, hein, voire même impossible qu'il puisse battre Cavendish dans ce classement du maillot vert. Mais mathématiquement, ça reste possible. Donc jusqu'au bout, il va continuer à mettre un peu de pression sur Mark Cavendish. Et lui continuera d'ailleurs à se défendre comme il va le faire dans un instant. On sprint pour la 7e place.
chose à faire. On est à Saint-Sevé, là où est tracée la ligne du sprint intermédiaire. Allez, Jules Jensen qui a emmené le sprint pour Mark Cavendish. Pour, pardon, Michael Matthews, qui passe donc en 7e position devant Sonny Colbrelli. Et Mark Cavendish qui n'a pas fait d'effort superflu à l'occasion de ce sprint intermédiaire. À la 4e place, mais les jambes sont lourdes là pour Cavendish. Donc Matthews récupère 3 points supplémentaires puisqu'il marque 9 points alors que Cavendish n'en marque que 6. Voilà. Il porte son retard donc à 35 points de retard pour Michael Matthews sur Mark Cavendish au placement de maillot vert. Et pour rappel, donc à l'arrivée tout à l'heure, le premier marquera 50 points puisque c'est une étape dite de plaine. Étape de plaine, donc 70 points à distribuer au classement du maillot vert. Soit le total le plus élevé sur les étapes du Tour de France. Michael Matthews qui se retourne, tout va rentrer dans l'ordre à l'avant du peloton. Et l'écart qui va de nouveau donc dépasser les 4 minutes en faveur des 6 hommes de tête. Thomas, vous avez une question pour Laurent Jalabert, je crois, mais juste après l'évocation du château, du couvent des Jacobins avec vous, Franck, pardon. Et oui, nous sommes à Saint-Sevé, qui est une ville assez importante, 5000 habitants, qu'on appelle les Saint-Severins. Et vous avez effectivement sous les yeux ce qui reste du couvent des Jacobins. Avec ce musée qui a été ouvert en 1980, qui est aujourd'hui un musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, comme on appelle toute cette région. Saint-Sevé est une ville qui est notamment... Alors vous apercevez là-bas dans le fond l'ancienne abbaye de Saint-Sevé, l'ancienne abbaye bénédictine relevée par les Mauristes au XVIIe siècle, avec une énorme abbatiale, comme vous pouvez la voir. Vous la voyez mieux maintenant sur la gauche de votre écran. Cette abbatiale assez impressionnante qui fait, je peux vous chercher les dimensions, 71 mètres de long, 31 mètres de large et 41 mètres pour le transept. Ça donne une idée de l'importance de ce qu'a pu être cette abbaye de Saint-Sevé, fondée dès la fin du Xe siècle par le comte de Gascogne Guillaume Sanche. Et je vous disais qu'on a ici à Saint-Sevé une grande tradition tauromachique, bien entendu, puisque les arènes ici drainent la population depuis très longtemps, depuis le milieu du XVe siècle, vous imaginez. La première course dans les rues de Saint-Sevé, la course de taureaux, elle a eu lieu en 1457. Vous avez à la fois des courses landaises et des corridas. Voilà ce que j'attendais, qu'on revoie cet aperçu général sur la ville. Pardon, je vous ai coupé du coup, Alex, tout à l'heure. Mais non, pas du tout, Franck. Je crois que Thomas avait une question pour Laurent. Thomas, est-ce que vous vous souvenez de la question que vous vouliez poser à Laurent? Oui, allez-y, Thomas. Oui. Déjà, des coups de bordure, je m'en suis pris, parce que quand dans ma carrière. Mais là, Alexandre, on s'est fait bordurer par Franck Ferrand, ça fait mal quand même, là, ça fait mal. Mais c'est bien normal, En plus, quand c'est calme comme ça, on est bien content d'avoir de telles explications. Moi, j'ai pas les images, malheureusement, mais j'écoute néanmoins. Bref, non, déjà, avant la question, une information, le vent, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était de dos. Il a visiblement tourné parce que les coureurs, Laurent, je te confirme, ils l'ont bien de face, mais il est très faible. J'ai une question pour Laurent, cherchez pas d'entourloupe ou quoi, elle est tout à fait sincère. Pour le prix du combatif dont tu fais partie du jury, est-ce que, j'ai entendu que le public pouvait voter, est-ce qu'on peut voter pour n'importe quel coureur ou il faut que ça soit un des coureurs qui a été élu super combatif de la première, deuxième ou troisième semaine?
Alors, il sera proposé, Thomas, je pense dès ce soir d'ailleurs, une liste des coureurs qui seront voilà, parmi ceux qui auront été... Même pour vous aussi, bien sûr. Évidemment, oui, pour le public c'est la même chose. Comme ça a été déjà le cas lors de la première semaine, il y avait 7-8 coureurs. J'ai plus tous les noms en tête, mais c'est Franck Bonamour qui avait été donc élu par le public coureur le plus combatif de la première semaine, Julien Alaphilippe lors de la deuxième semaine. Et bien, demain, normalement, le choix sera beaucoup plus difficile, puisque là, il s'agit d'élire celui qui aurait été le plus combatif sur l'ensemble des 3 semaines. Et il n'y a pas vraiment un coureur qui se dégage du lot. Il y a eu énormément d'animations dans ce Tour de France, beaucoup de coureurs qui se sont distingués, qui ont été dans les échappées, certains qui ont pesé même sur le classement des étapes ensuite, d'autres qui ont disparu, qui n'ont pas eu les moyens d'aller jusqu'au bout. Non, ce sera compliqué. Ce sera compliqué, mais voilà, le jury, c'est 5 membres, plus le public, le 6e homme. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas dans une année où il y avait, si on prend le Julien Alaphilippe en 2018, il n'y avait pas de contestation possible avec ses échappées, ses 2 victoires d'étape.